Mercredi 3 juin 2020, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition sur la télévision Labari. Rapport de l'audit du ministère de la Défense nationale continue à alimenter les débats au Niger où les citoyens attendent une suite favorable. Ce dossier est également suivi à l'international, particulièrement en France où le parquet est sur le point d'être saisi pour ouvrir une information judiciaire. Précision dans cet élément. L'affaire a fait le buzz et elle est toujours au cœur de l'actualité depuis la publication de l'audio du ministre de la Défense nationale, le professeur Issifou Katambe, sur les réseaux sociaux. Un audio dans lequel le ministre expliquait à ses invités l'ampleur de l'affaire du ministère de la Défense et les résultats du rapport de l'audit mené sur instruction du président de la République qui circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux viennent mettre de l'huile sur le feu. Dans un communiqué sur la télévision nationale, le ministre porte-parole du gouvernement qui a confirmé les faits avait annoncé que les concernés sont sommés de rembourser le trop perçu. Une sortie qui a encore aggravé la situation en suscitant ainsi des vives réactions dans les pays. D'abord, les organisations de la société civile nigérienne, membres du cadre de concertation et d'action citoyenne, qui ont appelé à une manifestation pacifique le 15 mars 2020 pour exiger une suite judiciaire de l'affaire. Une manifestation au cours de laquelle plusieurs acteurs de la société civile ont été interpellés et placés en mandat de dépôt dans les maisons d'arrêt de la région de Tillabéri. Au total, 6 acteurs, dont 3 ont été récemment libérés et 3 autres, à savoir Munkel Halidou du SINASEP, Mekol Zodi et Moudi Moussa du mouvement Tournons la page, sont toujours gardés entre les 4 murs des prisons. La réaction ensuite du syndicat autonome des magistrats du Niger qui a aussi demandé de remettre le dossier dans les mains des juges. Et puis un déluge de réactions des différentes structures qui ont toutes demandé à ce que justice soit faite. L'opposition politique en a également fait de cette affaire une de ses préoccupations dans toutes ses déclarations et communiqués de presse. C'est dans ce contexte que les premiers extraits du rapport qui se veut être confidentiel mais rendu public sur les réseaux sociaux ont mis en exergue plusieurs hommes d'affaires et opérateurs économiques de renommée qui se sont d'ailleurs succédés par la suite à la police judiciaire où ils ont été entendus. Après 2 semaines d'audition non-stop, selon le quotidien L'Enquêteur du mercredi 3 juin 2020, la police judiciaire s'apprête bientôt à transmettre un lot de dossiers à la justice auprès de laquelle l'espoir des Nigériens est fondé. Quant à l'aboutissement de cette affaire jusqu'au bout, en tout cas, les Nigériens croient à la justice et attendent impatiemment la suite favorable pour que l'État soit mis dans ses droits. Cette affaire du ministère de la Défense nationale a désormais franchi les frontières nationales. Elle a pris une envergure internationale en intéressant notamment les rédactions des médias internationaux. C'est l'exemple du journal L'Opinion en France qui a écrit dans ses colonnes « Vente d'armes, la France va-t-elle ouvrir une enquête sur les malversations au Niger ?» Pour ce journal, cette affaire pourrait avoir de nouveaux développements en France alors que plusieurs éléments ont été transmis à la brigade financière de Paris. Récemment, la députée Frédéric Dumas a posé une question au ministre des Armées de la France sur les conséquences des irrégularités dans la passation des marchés publics militaires dans un pays allié. Ce qu'il faut préciser dans cette affaire du ministère de la Défense nationale du Niger, ce sont des dizaines de milliards de francs CFA qui ont pris d'autres destinations. Le rapport d'audit parle de 76 milliards de francs CFA. Et sur le terrain, des dizaines de soldats ont trouvé la mort sur les fronts en défendant l'intégrité du territoire national. Une situation qui a amené les Nigériens qui, en plus de la justice, ont les yeux fixés sur le premier magistrat. Le président de la République, Issifou Mahamadou, qui a ordonné le dit audit. Celui-là même à qui les Nigériens ont donné leur confiance. Donc le président de la République doit veiller pour que tous ceux qui ont la main dans cette rocambolesque affaire puissent être sanctionnés conformément à la loi. Et puis, toujours relativement à cette affaire, les acteurs de la société civile nigérienne, à savoir Munkel Halidou du SINASEP, également secrétaire général de la CNT, secrétaire général adjoint, Michael Zodi et Moudi Moussa du mouvement Tournons la page TLP Niger vont passer leur 75e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Daïkaina, Walam et Kolo dans la région de Tillabéri. Ils ont été tous arrêtés à la suite de la manifestation pacifique du 15 mars 2020
contre le détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale, comme vous l'avez suivi dans l'élément précédent. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent au Niger et à l'international pour exiger leur libération. Autre aspect de cette édition, le comité de pilotage du projet Impact 2 a tenu une réunion ce mercredi à la salle de réunion d'Africa Hall à Niamey. Au centre de celle-ci, la question de l'utilisation des méthodes contraceptives au Niger, nous rapporte Ali Sissé Ibrahim et Aboubakar Solé. Selon les propos tenus par le secrétaire général du ministère de la Santé et président du comité de pilotage du projet Impact 2, Rano Abaché, le Niger est un pays qui affiche une forte mortalité maternelle et néonatale. Aussi, pour renverser cette tendance, l'objectif est d'atteindre 2,2 millions de nouvelles utilisations de méthodes contraceptives modernes d'ici 2020. Une action qui est soutenue dans notre pays par l'ONG Pathfinder, avec l'initiative de mobilisation pour l'accès à la contraception pour tous au Niger. Rano Abaché précise le but visé à travers la réunion du comité de pilotage du projet Impact 2. Le partenariat avec Pathfinder pour la mise en œuvre du projet Impact 2 a donné lieu à la création d'un comité de pilotage et d'un comité de suivi et évaluation par le ministère de la Santé publique pour une meilleure appropriation des interventions par les structures étatiques tant au niveau national que décentralisé, mais aussi dans une démarche de redevabilité pour l'ONG. Aussi, pour cette réunion du comité de pilotage pour l'année 2020, vous aurez à adopter le procès verbal de la réunion du 30 avril 2019. Approuver le rapport d'exécution à mi-parcours du plan de travail du projet pour l'an 2. Prendre connaissance du rapport de suivi dans les régions de Dosso et Zander. Approuver les autres documents soumis par l'équipe de gestion du projet et prendre des décisions et formuler des recommandations pour une bonne exécution et performance du projet. Le secrétaire général du ministère de la Santé, Rano Abaché, a invité les participants à cette réunion à un bon examen des documents qui ont été soumis à leur appréciation et à l'identification des actions concrètes à mettre en œuvre afin de faciliter l'atteinte des objectifs du projet et booster le taux de prévalence contraceptive. Vous le savez, depuis le 1er juin 2020, le lundi passé, donc, les scolaires nigériens ont repris le chemin de l'école le 1er juin. Ils ont donc à compter de ce jour 45 jours pour boucler les programmes et aller aux examens pour les candidats. Cependant, cette année est difficile qu'elle soit sauvée dans ces conditions, estime le secrétaire général du syndicat national des enseignants du Niger, SNEN, dans ce reportage signé Assama Oseidou et Sadou Doumi. Il vaut mieux une année blanche que d'envoyer ses enfants à l'abattoir, a déclaré le secrétaire général du syndicat national des enseignants du Niger, SNEN, une déclaration pour montrer le degré de manque de préparation pour sauver l'année scolaire 2019-2020 impactée par la pandémie du coronavirus. La question de la préférence à l'année blanche était par rapport à un contexte où la reprise n'était même pas envisageable parce que le Covid vraiment s'est vissé pleinement. Donc le gouvernement avait voulu politiquement valider l'année. Et nous, en tant qu'enseignants, sachant très bien que grand-chose n'a pas été fait dans les classes, même si des taux ont été donnés, on se connaît. On connaît très bien le terrain, comment ça se passe. Et nous n'étions pas d'accord que le primaire et le secondaire valident l'année à partir de ce qui a été fait. Et que de faire cela à l'époque et d'enterrer le système éducatif, qui est déjà très malade et même couché. Nous avions préféré, si le gouvernement ne peut pas attendre que le Covid s'en aille et qu'on puisse parachever l'année vraiment de manière académique. Vraiment, si c'est de l'éducation qu'on fait. Donc, s'il veut faire la politique, alors il vaut mieux que l'année-là soit une année académique blanchie et qu'on continue. Pour le secrétaire général du SNEN, le gouvernement doit créer véritablement des conditions idoines en honorant ses engagements vis-à-vis des enseignants, mais aussi en prolongeant l'année, car les 45 jours fixés par les autorités sont insuffisants. À Niamey, vous avez vu, les pertes sont toujours là, elles ne sont pas du tout relevées. Il n'y a pas de dispositif sanitaire, ce n'est pas vrai. J'ai vu beaucoup de médias de la place quand même faire le tour de... Non, ce n'est pas vrai. À l'intérieur du pays, c'est encore autre chose. Il y a des pays voisins qui ont commencé à renoncer. Nous, déjà, les syndicats d'enseignants ont fait bloc autour de cette rentrée-là, contrairement au Niger. Nous souhaitons que ce que les politiques disent soit comme de la parole magique et que ça se réalise. Malheureusement, ils le disent et que bon, le peuple voit que ce qu'ils disent et ce qui est
il y a une différence. Donc, nous sommes vraiment encore inquiets pour nos camarades et encore très inquiets pour nos élèves et nos enfants. Qu'il y ait ces 45 jours ou pas, le gouvernement a déjà validé son année. Il ne faut pas rêver. Il a déjà validé que le Covid service jusqu'à l'année prochaine. Le politique a validé l'année. Je sais de quoi je parle. Ils ont déjà demandé de faire le point. Souvent, il y a même eu des propositions de passage redoublant. Quelque part, on a dit de faire la moindre sur la base de ce qui a été fait. Ça, c'est des instructions qu'on donne à la fin de l'année. Pourquoi les donner en plein milieu de l'année? C'est quoi l'objectif? C'est quoi l'intention? S'il faut vraiment faire la qualité, les 45 jours prévus par le gouvernement ne suffiraient pas. Il serait plus important, franchement, si on veut aller à du sérieux, et de prolonger l'année après les 45 jours, que l'année prochaine on puisse quand même donner le temps de renforcer les élèves en termes d'acquis scolaires pour qu'ils puissent avancer. C'était cela un peu notre position. En tout cas, de l'avis des acteurs du secteur de l'éducation, il serait difficile de valider l'année en termes de 45 jours, même au deuxième jour de la reprise des cours. L'Union des scolaires nigériens, USN, a observé une journée de grève en guise d'avertissement au gouvernement pour créer toutes les conditions d'études. Notez que vous pourrez suivre, comme chaque mercredi, votre rubrique chronique judiciaire à la fin de ce journal. C'est l'une de l'actualité du moment, notamment à l'international. L'assassinat de George Floyd aux États-Unis, étouffé par un agent de police alors qu'il était maîtrisé au sol et menotté. Cet acte a créé un sentiment d'indignation à travers le monde. Ici au Niger aussi, les structures qui œuvrent dans la défense des droits humains ont réagi. C'est l'exemple du Code à travers son coordinateur Kani Abdoulaye que je propose de suivre. C'est pourquoi le monde est indigné, c'est que ce n'est pas n'importe quel citoyen américain, il est citoyen américain de couleur et de couleur noire. Ça veut dire que c'est un noir et c'était une pression policière et un policier également aussi de couleur, donc c'est un policier blanc. Et ce qui a indigné l'opinion surtout internationale, c'est le fait que c'est un acte qui a été filmé où un agent public de l'État exerçait une torture sur un être humain et pas sur n'importe quel territoire, sur le territoire américain. Parce qu'il aurait été au Niger, aurait été à Dakar, au Sénégal ou à Bamako, au Mali, tout de suite, on aurait effectivement des prises de position du département d'État américain pour demander ce qui se passe sur place. Et voilà pourquoi ça nous a indignés et de constater que aujourd'hui encore, et aux États-Unis d'Amérique, dans une grande démocratie, qu'il existe toujours de telles bavures basées sur la race. Donc pour nous, c'est un acte raciste qui a été commis et sur un État, les États-Unis d'Amérique, qui se trouvent être des donneurs de leçons. C'est pour effectivement aussi souvent montrer aux autres pays qu'effectivement, et même si nous avons des démocraties balbutiantes, c'est que même dans les grandes démocraties, il y a souvent des bavures souvent qui sont faites et pour lesquelles ils ne sont pas aussi clean. Ça n'aura pas une grande démocratie comme les États-Unis d'Amérique. Je sais que si c'était quelque chose qui s'est passé au Niger, au Sénégal, au Mali ou en Côte d'Ivoire, tout de suite, on s'indignerait. Vous allez tout de suite voir les grandes gueules, les autres organisations, surtout internationales, comprendre, aller effectivement tout de suite s'indigner et interpeller nos États. Or, nous attendons ici que ces grandes organisations internationales s'indignent et interpellent les États-Unis d'Amérique quant au respect effectivement des droits de l'homme. Si les droits de l'homme sont universels et interdépendants, c'est que tous les hommes naissent libres et égaux et qu'ils doivent avoir droit au même traitement. Qu'on soit blanc, noir ou jaune, on doit avoir les mêmes traitements. Et c'est pourquoi souvent, effectivement, même si les organisations du Sud ne sont pas entendues, c'est quand même l'occasion aussi à ces organisations, souvent, effectivement, d'interpeller ces organisations, surtout à travers certains mécanismes onisiens de défense et de protection des droits de l'homme.
Voilà, comme annoncé, nous en venons à présent à notre rubrique hebdomadaire, la chronique judiciaire. Aujourd'hui, nous nous intéressons au thème l'opposition, un thème qui sera développé par Maître Suleiman Seydou. Il est avocat à la Cour. Très bonne réception. L'opposition est en réalité une voie de recours ordinaire que la loi offre aux justiciables lorsque une décision de justice a été rendue par défaut à leur égard. Cela suppose que lorsque vous êtes en litige avec une personne, il se pourrait que pour des raisons diverses, multiples et multiformes, vous n'avez pas pu assister au procès. Et donc, vous n'avez pas pu présenter vos moyens de défense au juge. Si vous n'êtes pas présent lors du jugement, le tribunal ne va pas, bien entendu, vous attendre. Le tribunal va constater que vous n'étiez pas là au moment du jugement et le tribunal va rendre ce qu'on appelle une décision par défaut, qui suppose que c'est une décision qui a été rendue sans que vous ne soyez présent. Vous pouvez être en dehors du pays, vous pouvez être en mission, vous pouvez être malade. Il y a en tout cas diverses raisons qui peuvent en tout cas empêcher à une personne d'être présente au cours d'un procès. Alors lorsque vous n'êtes pas présent au cours de ce procès, la décision qui va intervenir, que ce soit en instance ou en cause d'appel, il s'agit d'une décision ou d'un arrêt qui sera rendu par défaut à votre égard. Alors, l'opposition en tant que telle, qui est une voie de recours, permet à cette personne qui n'était pas partie au procès de venir et de s'opposer au jugement qui a été rendu contre lui par défaut. Donc la finalité de l'opposition consiste en réalité à rétracter le jugement ou l'arrêt qui a été rendu par défaut. L'opposition anéantit les effets de la décision qui a été rendue sans que vous ne soyez présent. On peut par exemple prendre l'exemple, le procureur peut mettre en œuvre une procédure contre vous. L'affaire arrive en jugement, vous n'étiez pas présent, vous avez été jugé, condamné pour tel nombre d'années, vous n'étiez pas présent. C'est une décision qui sera rendue contre vous par défaut. Le jour où vous revenez, ou le motif pour lequel vous ne vous êtes pas présenté, en tout cas disparaît, vous pouvez venir devant la même juridiction qui a rendu la décision pour dire que vous n'êtes pas d'accord avec la décision qui a été rendue alors que vous n'étiez pas là. Le mécanisme qui vous permet de contester une décision rendue sans que vous ne soyez présent, c'est l'opposition. Donc l'opposition remet en question devant le même juge les points qui ont été jugés par défaut afin qu'on puisse reprendre le procès et qu'on puisse statuer à nouveau en fait et en droit. Cette fois-ci, vous êtes présent, vous allez faire le débat de manière contradictoire. Et donc, vous avez un délai pour pouvoir faire opposition. Vous n'allez pas, en tout cas, disparaître de la nature et aller 50 ans ou 20 ans, 4 ans après venir pour dire que vous voulez faire opposition. L'opposition, vous avez un délai de 15 jours à compter du jour où la décision a été rendue pour former opposition, en principe. Mais puisque l'opposition, c'est contre une décision rendue par défaut, ça veut dire que vous n'étiez même pas informé de la décision. Donc le délai de 15 jours commence à courir à partir du jour où on porte à votre connaissance la décision qui a été rendue à votre égard par défaut. Donc c'est à partir de la signification de la décision que le délai de 15 jours commence à courir. Ou bien, si la décision ne vous a pas été signifiée, le délai de 15 jours continue toujours à courir à partir du moment où vous avez eu connaissance
par un acte d'exécution ou par tout autre moyen de l'existence de la décision qui a été rendue contre vous par défaut. Donc, le délai, la computation des délais, c'est à partir premièrement de la signification de la décision qu'on te fera, ou deuxièmement, même si on ne te signifie pas la décision, si tu as eu connaissance de l'existence de cette décision par n'importe quel moyen, le délai de 15 jours commence à courir. Si vous ne faites pas l'opposition dans les délais de 15 jours, vous êtes déchu de vos droits. Même si vous venez faire opposition, l'opposition sera déclarée irrecevable parce que ça a été fait hors délai. Alors l'opposition, ça se fait en principe par une assignation. C'est-à-dire c'est un huissier qui délivre en tout cas votre opposition à travers une assignation à toutes les parties prenantes dans le cadre de la procédure et également au greffe de la juridiction qui a rendu la décision pour que la juridiction puisse statuer à nouveau en fait et en droit sur les questions qui ont été portées devant elle. Donc l'opposition doit, à peine de nullité, comporter le nom, prénom, domicile du défaillant, c'est-à-dire que la personne qui n'était pas là au moment du jugement. Ça doit également porter la mention de la date de la décision frappée d'opposition, puisque vous faites opposition contre une décision ou contre un arrêt. Vous devez indiquer la date de la décision qui est frappée d'opposition. Il faudrait qu'il y ait également les noms, prénoms de toutes les parties qui étaient présentes au moment de la première décision qui a été rendue par devant vous, et en fait les moyens que vous évoquez pour demander à la juridiction de revenir sur la première décision qui a été rendue. Mais comme je l'ai dit, ici il s'agit d'une opposition qui se fait par acte extrajudiciaire à travers une assignation par voie d'huissier de justice, mais il y a d'autres procédures particulières où l'opposition peut se faire simplement par une déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision. C'est notamment en matière pénale. Lorsque vous commettez une infraction, qu'on vous juge par défaut, si vous voulez faire opposition, vous ne le faites pas par voie d'assignation. Vous venez devant le greffe de la juridiction qui a rendu la décision par simple déclaration, vous déclarez que vous faites opposition. Aujourd'hui, avec l'avènement du tribunal de commerce également, il a été institué dans la loi, en tout cas portant création du tribunal de commerce, il a été institué le fait que l'opposition peut être également faite par déclaration verbale ou par une simple lettre recommandée avec accusé de réception ou même par voie électronique. La différence qu'il faille faire entre l'opposition et l'appel, d'abord, ce qu'il faut retenir, que les deux sont des voies de recours ordinaires. L'opposition tend à faire réformer, à faire annuler, à faire juger à nouveau l'affaire devant le même juge qui a eu à rendre la décision. L'opposition, c'est devant le même juge qui a rendu la décision par défaut contre vous. Alors que l'appel est déféré devant une juridiction de niveau supérieur. De niveau supérieur. L'appel, c'est devant la juridiction de niveau supérieur. L'appel, ce n'est pas devant la même juridiction qui a rendu la décision, mais devant des juges à un degré plus supérieur. Et vous demandez à ces juges de niveau supérieur d'annuler, d'examiner et d'annuler la décision que le juge de niveau inférieur a eu à rendre. Donc, lorsque vous prenez de manière pratique, vous avez une décision rendue, par exemple, par le tribunal des grandes instances hors classe de Niamey. Le tribunal des grandes instances hors classe de Niamey rend une décision par défaut contre vous. Si vous voulez faire opposition, l'opposition, c'est pour anéantir la décision qui a été rendue par défaut par le tribunal. Donc, votre opposition, vous la portez devant le même tribunal des grandes instances hors classe de Niamey. Alors que l'appel a un effet dévolutif. L'appel, cela suppose que vous n'êtes pas d'accord avec la décision qui a été rendue par le tribunal des grandes instances hors classe de Niamey. Vous faites appel devant des juridictions de niveau supérieur, notamment la cour d'appel. Donc là, vous voyez, il ne s'agit plus des mêmes magistrats, il ne s'agit plus de la même juridiction. C'est une autre juridiction qui est chargée cette fois-ci de trancher de votre question en cause d'appel.